Pendant le mois de septembre 2016, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer au large de la Russie et des côtes japonaises, plus précisément le long de l'archipel des Kouriles. Voici donc aujourd'hui le récit de mon voyage et bien sûr quelques cartes pour comprendre. Alors outre le fait qu'elles sont superbes, ces îles Kouriles présentent un triple intérêt. Un intérêt de volcanologie, elles sont sur la ceinture de feu du Pacifique. Un intérêt biologique, elles sont une réserve majeure de biodiversité, tant marine qu'ornithologique, et un intérêt géopolitique, puisque la souveraineté sur ce chapelet d'îles reste toujours disputée entre la Russie et le Japon, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voici une carte de l'océan Pacifique. Au nord-ouest, on repère la mer d'Okhotsk entre la péninsule du Kamtchatka et les côtes de Sibérie. On oublie en effet souvent que la Russie n'est pas seulement européenne, mais qu'elle ouvre aussi sur l'océan Pacifique. Et donc elle est directement frontalière du Japon par l'île de Sakhaline et par l'archipel des Kouriles. Les Kouriles, ce sont un chapelet d'îles s'étirant sur près de 1200 km de la péninsule du Kamtchatka à l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Ces îles sont volcaniques, assises directement sur la ceinture de feu du Pacifique, et j'ai d'ailleurs eu la chance de voir en direct une éruption de jour et de nuit. On trouve là en effet une centaine de volcans actifs, dont de nombreux sont sous-marins. Ces îles ouvrent sur la fosse des Kouriles d'une profondeur de 10 000 mètres de fond et sont à la jonction de la plaque tectonique pacifique et de la plaque d'Okhotsk. Elles sont sur la zone dite de subduction, c'est-à-dire là où une plaque plonge sous une autre, entraînant des mouvements souterrains ou sous-marins qui provoquent séismes et tsunamis. Donc, premier intérêt, la géologie. Le deuxième intérêt est lié à la biologie animale. Ces îles sont d'une grande richesse en biodiversité. Nombreux mammifères et oiseaux, refuge de millions d'animaux marins, car ils peuvent s'y reproduire tranquillement. On trouve des otaries, des lions de mer, des dauphins, des rorquals, des baleines de divers types. Il s'agit quasiment d'une aire marine protégée, mais sans en avoir le statut juridique. Et de plus, c'est l'une des plus riches aires poissonneuses au monde, très recherchée pour les études halieutiques, mais aussi bien sûr pour la pêche. Maintenant, qui habite ces îles? Pas grand monde, on voit ici la carte de l'habitat originel du peuple premier, les Aïnous, dont il ne reste aujourd'hui que quelques descendants métissés. Les Aïnous étaient un peuple de chasseurs-pêcheurs, donc une société non agricole, animiste, et qui vivait ici avant d'en être chassés d'abord par la colonisation japonaise et ensuite par la colonisation soviétique. Aujourd'hui, ces îles sont surtout habitées par des Russes et quelques rares Japonais, et au total, on compte environ 19 000 habitants, mais le recensement n'est pas précis. La situation est donc paradoxale. Voilà des îles plutôt hostiles, volcaniques, très exposées aux séismes et aux tsunamis, très peu peuplées, non développées, et pourtant le Japon et la Russie, deux grandes puissances du Pacifique, se les disputent depuis plusieurs siècles. Alors pourquoi? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter dans l'histoire. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Le Japon devient souverain sur les grandes îles d'Hokkaido et de Sakhaline. Les Kouriles du Sud, appelés alors territoires du Nord, sont peu connus et non revendiqués. Le shogun Hideyoshi, qui règne alors sur le Japon, veut développer le commerce avec le continent. En 1697, la Russie conquiert le Kamtchatka et les Russes explorent les îles Kouriles jusqu'à Urup. Face à cette expansion russe, le Japon implante en 1800 une garnison sur l'île de Iturup pour bien marquer les limites militaires de l'Empire japonais. Et en 1855, lors du traité russo-japonais de Shimoda, c'est cette limite qui va marquer la frontière entre les deux États. Par ce traité de Shimoda, Sakhaline passe sous souveraineté partagée entre Japon et Russie en échange de l'ouverture au commerce des ports japonais de Hakodate, Shimoda et Nagasaki pour les flottes marchandes de la Russie. Mais les ambitions et les moyens entraînent de constants retournements. En 1875, par le traité de Saint-Pétersbourg, cette fois, les Russes échangent une totale souveraineté sur l'île de Sakhaline contre, aux Kouriles, une totale souveraineté japonaise. Début XXe siècle, la Russie poursuit sa poussée vers le Pacifique.
Elle annexe la Mandchourie chinoise, s'avance vers la Corée, afin de conquérir des zones portuaires ouvrant sur l'océan. Et c'est là le facteur déclenchant de la guerre russo-japonaise de 1905, qui va durer 1 an. La Russie est vaincue par l'armée japonaise, et elle doit, par le traité de Portsmouth, céder au Japon la moitié de l'île de Sakhaline. Le Japon, lui, étend son influence sur la péninsule coréenne et sur le sud de la Mandchourie. Voilà donc où nous en sommes en 1905. Alors attention, suivez bien, ce n'est pas simple. La situation va s'inverser en février 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline négocie l'entrée de l'URSS dans la guerre contre le Japon en échange de la récupération du sud de Sakhaline et de l'ensemble des îles Kouriles. Et c'est un échange qu'acceptent dans les négociations américains et britanniques. Donc le 2 septembre 1945, lors de la signature des actes de capitulation inconditionnelle, le Japon est contraint d'accepter le passage des îles Kouriles sous contrôle soviétique, ainsi que le sud de Sakhaline. Sauf que Tokyo n'en reconnaît pas la souveraineté. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, mais non seulement le litige territorial n'est pas réglé, 25 ans plus tard, mais de plus, la Russie, héritière de l'Union soviétique, n'a toujours pas signé de traité de paix avec le Japon. Alors quel est le point de vue de chacune des deux parties ? Pour le Japon, il y a au moins 3 mobiles à vouloir récupérer les territoires du Nord. D'abord, il y a l'argument historique. Ces territoires sont considérés comme appartenant à l'espace japonais depuis 1855 par le traité de Shimoda dont je vous ai parlé. La deuxième raison est liée à la pêche. Les eaux autour des îles d'Iturup et de Kunashir sont parmi les plus poissonneuses au monde. Or, au Japon, le poisson est la principale source d'apport en protéines. Et puis enfin, le Japon se propose d'investir pour le développement de la côte est de la Russie afin, en échange, de tirer profit du pétrole de Sibérie et du gaz russe de Sakhaline. Donc il veut en finir avec ce contentieux pour ne pas laisser les gisements russes aux concurrents chinois et sud-coréens. Maintenant, quel est le point de vue de la Russie ? Alors comme pour le Japon, les Kouriles ont un intérêt lié à la pêche, mais aussi aux hydrocarbures, car l'archipel en recèlerait d'importantes réserves. De plus, mais cette fois contrairement au Japon, les Kouriles sont un atout stratégique pour la Russie en tant que verrou de la mer d'Okhotsk. Leur contrôle permet une ouverture directe sur le Pacifique. Et pour affirmer ses positions, la Russie prévoit la construction de quelques 392 bâtiments civils et militaires sur les îles d'Iturup et Kunashir. Et puis troisièmement, il y a la valeur symbolique de ce territoire. Pour la Russie, il y a toujours l'idée nationale, cette idée que l'intégrité du territoire est menacée. Et c'est peut-être là d'ailleurs le mobile principal du statu quo dans le contentieux avec Tokyo. Pour Moscou, restituer les Kouriles au Japon pourrait former une sorte de précédent. En 2010, pour la première fois, un chef d'État russe, Dmitri Medvedev, s'est rendu sur l'île d'Iturup, ce qui a entraîné évidemment de nombreuses réactions au Japon. Et de plus, en dehors des Kouriles, le Japon est face à plusieurs contentieux sur son territoire maritime. On le voit sur la carte de la zone économique exclusive du Japon. Contentieux au nord avec la Russie donc, mais également à l'ouest avec la Corée du Sud et au sud avec la Chine et Taïwan. Et lors d'un récent sommet sino-russe, la Chine a affiché son soutien à la Russie par rapport aux Kouriles et réaffirme qu'elle revendique les îles Senkaku-Diaoyu en mer de Chine, administrées par le Japon depuis 1972. Voilà donc pour la diplomatie, la politique, les postures, car en même temps, quand on regarde de plus près, malgré ce litige entre la Russie et le Japon, on voit que les échanges de marchandises entre les deux puissances sont sans cesse en augmentation. Ils étaient de 4 milliards d'euros en 2002, ils sont estimés à 16 milliards et demi en 2015. Les Japonais investissent dans l'extrême-orient russe depuis les années 90. Ils importent du bois, de Sibérie, du poisson, de l'aluminium. Ils participent à l'agrandissement des ports russes de Vanino, Sovgani, de Kassan. Ils participent également au terminus du train Baïkal-Amour magistral, qui relie le Pacifique et la Sibérie. Enfin, des lignes aériennes ont été mises en place entre Sakhaline et Hokkaido et des lignes maritimes entre Vladivostok et Niigata, Niigata-Vanino et Vanino-Otaru.
Alors les dirigeants des deux États, Shinzo Abe pour le Japon et Vladimir Poutine pour la Russie, se sont rencontrés au Pérou lors du sommet de coopération économique Asie-Pacifique et bien sûr lors de la visite de Poutine au Japon en décembre 2016. En fait, les négociations sont à nouveau au point mort depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 qui a été condamnée par Tokyo. Alors un chercheur japonais, ethnologue, biologiste qui était à bord avec moi sur le bateau proposait un plan de sortie de crise en 3 points. D'abord, donner la priorité aux investissements japonais sur la côte est russe, y compris Sakhaline, contre un assouplissement de Tokyo sur les sanctions prises après l'annexion de la Crimée. Deuxièmement, maintien sur place des populations pour ne pas créer de nouvelles injustices vis-à-vis des Russes qui habitent dans les Kourils depuis longtemps maintenant. Et puis troisièmement, ne pas développer, ne pas industrialiser les Kourils elles-mêmes afin de protéger ce hotspot de la biodiversité. L'idée, ce serait d'établir là une vaste zone co-gérée, préservée, aussi bien terrestre que marine. Alors évidemment, on peut toujours rêver. Sur cette région du monde, justement, nous avons édité récemment chez Talendier et Arte Éditions un atlas des itinéraires géopolitiques en Asie avec 130 cartes, bien sûr magnifiques et très riches.